Voilà, salut à tous. Alors nous sommes très heureux avec la directrice à mes côtés, Isabelle Bourdet et Guillaume aux manettes, de vous accueillir pour cette soirée. On va parler des journalistes, on va parler d'un thème d'un sujet qui m'est cher, qui est la transition écologique et puis le réchauffement, le dérèglement climatique plus exactement. J'ai présenté moi la météo pendant une douzaine d'années. On était aux premières loges pour voir un petit peu cette évolution. J'ai même annoncé une certaine tempête un samedi soir de 99 qui a eu énormément de conséquences. Grâce à Jean Jouzel, entre autres, j'ai découvert le dérèglement climatique à travers des réunions qui s'appelaient les rencontres météo montagne. Justement, on faisait venir des journalistes, présentateurs et présentatrices météo à qui on expliquait comment on pouvait parler et de la météo et du climat grâce à des gens qui connaissent, parce que eux, au moins, ils ont fait des études. Et je dirais même plus, il y en a même certains qui ont le prix Nobel. Depuis 2007, c'est ça, prix Nobel? Nous avons un prix Nobel autour de la table. Bon, merci à Jean, donc, d'être ce soir avec nous pour parler de comment parler justement de la transition écologique et est-ce que les médias en parlent bien. À côté de Jean, il y a Sophie Roland, qui est journaliste, bonsoir, qui aussi s'intéresse à la transition et au climat et surtout au comment en parler, avec cet objectif qui est de ne pas culpabiliser, mais peut-être de mettre en valeur une façon un petit peu différente, peut-être justement de parler, ce qui quand même plombe pas mal l'ambiance quand on commence à dire tout ce qui se passe vraiment. Et puis un collègue, Morad, Aït Bouche, que vous connaissez tous, puisqu'il a aussi, il y a très longtemps, 2006, c'est ça, 2006. Initié une émission super qui s'appelle Saltant pour la planète, très joli titre aussi, à qui je passerai la parole évidemment. Je vais passer tout de suite la parole à Jean, qui évidemment est vraiment bien placé parce que lui, il sait. Est-ce qu'on parle bien de la transition écologique, Jean? Nous. Bonsoir à tous et à toutes. Oui, Patrice, j'en suis pas convaincu, puisque si nous en parlions bien, nous n'en serions pas là. Donc c'est clair, parce que, disons, cette transition dont on parle, on est loin de la mettre en œuvre. Donc c'est toute la question. Donc c'est pas comme point de départ, c'est quand même intéressant. Donc moi je suis ici au titre de président de Météo et Climat. Donc voilà, on a essayé de faire le lien, on le fait d'ailleurs entre de la météo et le climat. Et disons maintenant, il y a 8 jours, enfin le week-end dernier, nous avons eu donc ce colloque sur le dialogue, disons comment dialoguer autour de la transition écologique. Sophie était intervenante. Alors moi je ne suis pas intervenu parce que je n'étais pas invité à intervenir. Si j'ai dit quelques mots au départ, mais voilà, il y a quelques mots d'accueil. Non, moi j'ai quand même envie, et c'est ce qu'il m'arrive de faire généralement, on ne peut pas cacher la gravité du problème. Donc ça, c'est une erreur, ce serait une erreur de le faire. Mais après, moi, c'est vrai que j'interviens sur ces thèmes depuis au moins plus de 35 ans, certainement, depuis les années 80, ou même 70, et j'ai toujours essayé de dire, il y a un vrai problème, mais il y a des solutions. Je dirais que, c'est toujours vrai, mais l'urgence, elle est là maintenant. C'est-à-dire que, à un moment, oui, il y a des solutions, mais grosso modo, en 70, il y avait 27 milliards de tonnes d'équivalent CO2 émis chaque année, il y en a 60. Donc, alors qu'on sait très bien que pour stabiliser le climat, il faudrait, disons, que l'effet de serre arrête d'augmenter. On parle de neutralité carbone, donc on sait qu'il faut diminuer les émissions depuis 40 ans, on sait qu'il faut diminuer les émissions, depuis le rapport Charnay. Donc, voilà l'état des lieux, donc on ne peut pas. Mais après, moi j'ai aussi envie de dire, et Sophie intervient, c'est toute l'idée comment, une fois qu'on a dit, c'est un vrai problème, il faut empêcher la dimension, il y a des solutions, comment on fait adhérer? C'est ça qui m'intéresse. Donc voilà, au niveau des jeunes, je me suis beaucoup appliqué sur
voilà, l'éducation, la formation et la sensibilisation à la transition écologique dans le supérieur. J'ai coordonné un rapport qu'on a remis et ça commence à avoir, je crois, des échos. Voilà, donc je le fais au niveau de météo et climat, mais comment fait-on adhérer? C'est ça toute la question. Moi, je crois que on fait adhérer en présentant cette transition comme quelque chose de possible. Ça reste possible, malheureusement, peut-être pas limité à 1,5 degré, c'est clair. Et puis quand même, d'assez désirable. Je ne vois pas ce qu'il y a de négatif à réaliser cette transition. Vraiment, disons en termes d'emploi, de recherche, d'innovation, de qualité de vie même. Disons que les combustibles fossiles, certes, ça nous apporte de l'énergie, mais c'est aussi assez synonyme de pollution. Donc, moi, j'aimerais dire cette transition, elle est indispensable, elle est inéluctable, mais comment la rendre désirable, c'est un bien grand mot, mais montrer que voilà, c'est pas loin d'être la fin du monde de faire cette transition. Donc là, on est quand même. Je sais qu'on est sous contrainte, qu'on s'y prend un peu tard, mais bon, je reprends ce que dit Valérie Masson-Delmotte. 1/10 de degré, ça compte, et ce qu'il faut, c'est faire adhérer les gens, les entraîner. Voilà. Donc, est-ce qu'on utilise les bons mots? Déjà, a priori, moi je pense qu'on confond, on ne fait pas la différence entre la météo, je connais un petit peu quand même, et le climat, que je connais moins bien, mais enfin, c'est pas la même chose. Oui, alors... Même si c'est très lié, bien évidemment. Non, c'est très lié, mais oui, c'est pas la même chose. Je pense que je crois, il y a une certaine... La perception de cette différence entre météo et climat, disons, commence à être quelque chose de concret chez nos citoyens. On voit bien, voilà, je crois que quand on dit que... Vous êtes sûr que... Non, mais quand on dit que le climat, ce sont des vagues de chaleur à répétition, des vagues de chaleur précoces, ou disons, voilà, des précoces ou tardives, comme presque celle qu'on vit actuellement, c'est pas vraiment une vague de chaleur, on est quand même 10 degrés au-dessus des normales. Donc voilà, les gens comprennent bien que quand on parle de pluie torrentielle, on parle de dérèglement climatique, voilà, quand on parle de sécheresse à répétition, ils ne font pas... Je crois que beaucoup de personnes commencent à comprendre que quand on parle de cela, eh bien, on parle de climat et non pas de météo, simplement. Alors, où sont les mots pour le dire au plus grand nombre? Donc moi, je laisse Sophie. Mais Sophie peut en parler, voilà. Parce que voilà, merci. Mais je ne vous lâcherai pas, Jean, je vous repasserai la parole, bien évidemment. Bien évidemment. Non, mais je pense qu'il y a un vrai progrès, justement, avec prise de conscience chez les journalistes, qu'il faut faire le lien entre la météo qui est une scène et le climat qui est un film. C'est cette expression que j'aime beaucoup, en fait, de Christophe Cassou, co-auteur du GIEC. Le climat est un film, la météo est une scène, l'un n'est pas compréhensible sans l'autre. Et je pense que les journalistes ont compris comment il fallait mieux faire ce lien-là, et qu'effectivement, quand il y a ces pluies torrentielles, ces vagues de chaleur, c'est une scène. Et en fait, il faut pouvoir évidemment mettre ça au regard du changement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, je l'entends aujourd'hui beaucoup dans les JT. Ce lien est fait, même dans les présentateurs qui disent c'est lié au réchauffement climatique. Il y a de plus en plus d'experts interviewés, scientifiques, notamment du GIEC, à qui on va demander de faire ce lien-là. Est-ce que c'est vrai? En quoi? Comment? Et donc, je pense qu'il y a la science de l'attribution qui a tellement progressé, qui nous aide aussi, nous journalistes. Aujourd'hui, il y a, par exemple, David Faranda avec les maméteurs qui travaillent. Il y a le World Weather Attribution qui a fait un guide pour les journalistes, pour les aider justement à pouvoir attribuer, parce qu'ils font des études aussi très précises sur les événements. Donc, je crois que là, il y a vraiment de gros progrès de la part des journalistes de vouloir faire le lien, d'expliquer. Il y a des événements, justement, des conséquences. Et maintenant, on peut mieux le lier. Donc, ça participe à la compréhension, justement, je pense, du grand public. On passe le relais à Morad. Non, un vrai bémol. En fait, aujourd'hui, malheureusement, quand on regarde Météo France, quand on les appelle, on leur dit il y a eu un événement extrême, c'était au mois d'août en Corse, on les appelle, on leur dit est-ce qu'on peut faire un lien? Oh là là, il nous faut du temps. Le temps pour essayer avec la méthode, etc. Donc on peut accuser des journalistes de tous les mots, les médias de tous les mots. Le problème, c'est que il nous faut un expert qui puisse faire le lien. Alors heureusement, il y a des études un peu partout dans le monde, on est dans un phénomène de mondialisation, ça progresse, mais le temps de la recherche, le temps du lien entre des phénomènes météo et des phénomènes climatiques, ou en tout cas une question climatique, c'est du temps long. Et aujourd'hui, la télé, c'est du temps court. Il faut aller très très vite, etc. Donc on peut poser la question à Météo France. Ils ont maintenant un service climat, heureusement, depuis quelques années, qui est à Toulouse. Mais quand on les sollicite, ils sont toujours prudents.
Parce qu'aujourd'hui, la prudence, on va pas dire n'importe quoi, n'importe quand, etc. On a encore des exemples récents de phénomènes météo dont on voudrait tout de suite dire est-ce que c'est lié au climat? Et souvent, les experts nous disent non, c'est pas lié au climat. Donc moi, ce que je trouve depuis 2006, j'ai fait plus de 100 films partout dans le monde, donc je vois bien qu'aujourd'hui, on est quand même dans quelque chose qui est en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où il y a une prise de conscience générale, les gens sont beaucoup plus sensibles à ce qui se dit. Donc forcément, il faut d'abord rendre accessible l'information pour qu'ensuite les gens puissent se dire ou rentrer dans un discours un peu plus complexe. Je vois le frère de Jean Jouzel qui est présent, il est agriculteur. Jean a eu les pires difficultés, a toujours les pires difficultés, et c'est de lui expliquer les choses. Il est agriculteur, il est dans une agriculture, vous me dites si je me trompe, conventionnelle, donc forcément, il a du mal, lui, à dire, non, ce que tu me dis, c'est dans 20 ans, dans 50 ans, vous me dites si je me trompe, alors que lui, il est tous les ans. Il a une réalité qui est en gros, quel temps va-t-il faire demain? Est-ce que je vais pouvoir continuer à faire mes patates, etc. Donc, il faut pas rentrer dans une logique où c'est toujours les médias qu'on tape. Non, aujourd'hui, malheureusement, il y a une réalité qui est le temps long et le temps court. Mais il y a quand même aussi, peut-être à compléter la transformation, par exemple, du bulletin météo de France 2, qui est quand même France 2, France 3, qui est quand même un peu une révolution de dire maintenant que ça s'appelle le journal météo et climat. Où il y a une partie météo, ça commence par la météo classique du jour, et puis ensuite une partie climat, où justement il y a une question des téléspectateurs qui veut comprendre, et pourquoi, est-ce que c'est lié, avec une réponse de scientifiques. Voilà, tous les soirs sur ces questions-là. Ne faudrait-il pas presque tous les soirs expliquer aux téléspectateurs c'est météo et climat, parce que c'est pas la même chose, on va vous expliquer. Mais ça participe aussi, c'est dans les questions des téléspectateurs, justement. Je regarde ça avec intérêt, c'est mon ancienne maison, bien évidemment, je regarde, c'est ce que je faisais avant 2008. C'est un peu balancé, on envoie le reportage, on le balance comme ça, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, il n'y a pas de... Mais encore une fois, les choses. Moi, je viens, mes débuts de journaliste, je parlais beaucoup de moi parce que je suis le plus vieux de vous tous, mes débuts de journaliste, j'ai créé un journal télévisé pour les adolescents. Ça vous donne des contraintes. Parce que quand je parlais d'une actualité, ils n'étaient pas nés quand la guerre Iran-Irak avait débuté, donc il fallait que je reparte en arrière. Et à chaque fois, je disais à mes journalistes, si vous commencez par les images noires et blancs, on va comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et là, ce qu'il faut, c'est expliquer tout ça. C'est ça le transition écologique. Les médias sont-ils à la hauteur? Est-ce qu'on est à la hauteur des mots qu'il faut employer pour... Parce que les gens, il faut leur dire la prise de conscience est là, la réalité aujourd'hui, et y compris sur l'éco-anxiété. Non, mais la vraie question aujourd'hui, c'est l'éco-anxiété. C'est-à-dire, en gros, comment est-ce qu'on fait? Parce que quand on regarde les études qui sont réalisées auprès des plus jeunes, c'est pas le fait que le climat est déréglé, c'est le fait qu'ils voient la passivité des autorités, des élus. Donc la prise de conscience, elle est déjà... Franchement, tu as fait un livre en 2007, moi j'ai commencé en 2006, Jean bien plus longtemps, et il a fait partie de ces gens qui ont travaillé sur le méthane, le carbone, etc. La vraie question aujourd'hui, c'est plutôt ça. C'est de voir comment les autorités n'agissent pas, sont très passives. Et c'est ça qui rend anxieux de plus en plus les gens. Oui. Là, on retombe aussi au cœur du problème. Oui, je vous passe la parole. On tombe c'est pas... C'est par où? Là d'abord. Si ça vous dérange pas. Après, je te passe la parole. Je me présente rapidement. Moi, je m'appelle Marie-Candice de Louvrier et on m'a chargé d'animer un service qui est en cours de création. Et c'est une première dans une rédaction de télévision à ma connaissance, un service dédié au climat, à la biodiversité, à la transition. On n'a pas encore trouvé tout à fait le nom qui va englober. Pour quelle chaîne? Pour la 2. D'accord. Voilà, pour France 2. Et qui englobera aussi une émission... Excellente chaîne. Voilà, qui ont consacré au climat déjà sur France Info et le JT Météo Climat. Je voulais vous partager un échange qu'on a eu ce matin avec Sophie Dubuisson, puisqu'aujourd'hui, dans nos rédactions, en tout cas pour ce qui est du 20h, je ne considère pas que ce soit la même chose pour l'édition du 13h si vous la regardez. Il n'y a plus tellement de problèmes pour faire le constat scientifique, Monsieur Jaudet. Honnêtement, pour contextualiser les événements, pour les rattacher au réchauffement, pour aller en expliquer les causes. En revanche, pour ce qui est de la transition, pour ce qui est d'embarquer les Français dans cette mobilisation générale, ce qui nous anime tous en tant que journalistes quand on se spécialise sur ces questions, forcément on a d'abord eu un choc personnel qu'on veut investir dans notre métier. Ce que disait Sophie Dubuisson, donc, qui dit vraiment des choses très intéressantes, qui est sociologue, chercheuse au CNRS. Et membre du Haut Conseil pour le climat. Et membre du Conseil pour le climat. C'est qu'en individualisant les choses, ce qu'on fait souvent dans nos reportages, en parlant d'éco-gestes du quotidien,
ou en plaçant les choses sous forme de controverse. La voiture électrique à 100 € possible, pas possible, le jet privé, voilà, on clive. Et à partir du moment où on clive, où on oppose des modes de vie, ça ne marche pas. Et donc elle nous engageait, ce qui était intéressant, et par rapport à l'agriculteur, par rapport à l'exemple que vous preniez sur votre frère agriculteur, finalement à essayer de, et c'est pas un réflexe qu'on a nous journalistes, mais de comprendre comment les gens sont placés dans un système de contraintes sociales. Et de système, et particulièrement dans l'agriculture intensive et dans les modèles agricoles, plutôt que de montrer du doigt les éleveurs, par exemple, et de dire manger moins de viande, de comprendre quelle viande on mange en France, d'où elle vient, est-elle importée, la part d'importation. Et c'est vrai que ces réflexes-là, de réflexion sociale sur nos modes de fonctionnement par rapport à la transition, sincèrement, dans les rédactions, les sociologues ont très peu de place dans les journaux. Ouais. Et l'analyse des mécanismes sociaux dans nos débats autour des c'est une table à peu près comme celle-là, la conférence de rédaction du 20h. Non, on se rattache aux images, aux reportages, à la force des mots, à l'explicatif, oui, avec maintenant la réalité augmentée qui permet d'expliquer vraiment finement des mécanismes climatiques, scientifiques. Mais les sociologues, ils n'ont pas de place dans nos JT, quoi. Et nous-mêmes, on ne réfléchit pas assez sur les contraintes et l'étanchéité qu'il y a entre les classes sociales aussi. Parce que finalement, on est un petit nombre de convaincus, mais c'est pas parce qu'on est un petit nombre que ça va traverser ces frontières, en fait. L'exemple du GIEC est intéressant parce qu'en fait, ils ont des sociologues, ils ont des urbanistes, ils ont des gens qui ne sont pas que climatologues. Oui. Parce que la question, moi je vois un exemple qu'on avait tourné en Martinique, au Prêcheur, le maire avait décidé de réunir autour d'une table, parce qu'ils ont les lares, donc c'est les éruptions, etc., donc le volcan, et de l'autre côté l'érosion. Donc ils ont malheureusement de moins en moins d'espace et des dangers pour les écoles, etc., qui sont mal placés. Aujourd'hui, ils ont fait venir un urbaniste, un sociologue, un ethnologue, tout un tas de gens, des architectes, etc., qui se sont mis autour de la table et qui ont interrogé les plus jeunes, les plus âgés, etc., pour leur dire, en gros, qu'est-ce que vous êtes prêts à céder sur vos modes de vie ? Et c'est formidable parce que c'est ça la vraie question, parce qu'on peut pas du jour au lendemain dire aux gens vous allez vivre moins bien, sans voiture, moins bien. Et donc on leur a dit surtout qu'est-ce que vous ne pouvez pas punir qui est au cœur. Mais c'est la vraie question. Et donc sur le storytelling et la manière de faire, effectivement. Mais moi je pense que la rédaction en chef d'une manière générale dans les journaux aujourd'hui, on illustre trop des fantasmes. Trop peu de gens dans l'encadrement sont devenus aujourd'hui des gens qui viennent du terrain. C'est mon expérience, j'ai été rédacteur en chef, je sais ce que c'est au 19-20. Malheureusement, on a beaucoup de gens qui veulent illustrer en gros leur fantasme. Et donc, malheureusement, il y a un décalage. Moi, je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est que je pense qu'il y a... Mais ça va dans les liens. Je pense qu'en fait, ce qu'on raconte tous les soirs dans les JT ou ce qu'on lit dans les médias, ce sont des récits. Voilà. On a des récits et on s'est construit sur des récits. On hérite d'une société, celle des 30 glorieuses, voilà. Ma bagnole, c'est ma liberté, l'étalement urbain. Pas à Paris. Alors à Paris, c'est la voilà. Le progrès technique, c'est formidable. On s'est construit là-dessus. On va admirer les fusées qui s'envolent. On a hérité de ça. C'est super d'aller à l'autre bout du monde en avion. C'est le récit, en fait, qu'on raconte avec les reportages. Allez, on vous emmène pour vous détendre à la fin du JT, à l'autre bout du monde, découvrir une île extraordinaire. C'est ce récit-là. Non, mais alors, il faut commencer par arrêter la publicité en général. Alors, c'est ce récit-là qu'il faut changer. C'est beaucoup plus perturbateur que ça pour le climat. Ben oui, mais ça veut dire que déjà, il faut prendre conscience déjà qu'on raconte ce récit-là. Oui. Donc c'est déjà ça que je raconte dans mes formations. C'est la prise de conscience de ça pour dire, ok, donc on sait que ce récit-là, ça va pas. Parce que c'est pas ça qui va emmener les gens, et c'est pas ça qui fait qu'on va pouvoir changer. Donc comment on change les récits? Comment justement on rend en fait désirable le fait de faire autrement et de ne pas le vivre comme un renoncement, comme une punition. Donc ça veut dire, par exemple, comment on fait? Eh ben ça veut dire qu'on va s'inspirer de ceux qui ont déjà pris de l'avance et de ceux qui ont déjà commencé. Parce qu'il faut pas croire que personne n'a bougé. Des gens ont bougé. Donc par exemple, oui, il y a des reportages pour montrer ceux qui décident de voyager plus bas carbone, qui ont décidé déjà, par exemple cet été, ben non, nous on a décidé de pas prendre l'avion. Vous avez d'ailleurs, France Télévisions fait par exemple une série, voyager sans avion. Est-ce que c'est possible? Comment? Et de montrer aussi, mais non, ça ne veut pas dire forcément partir à l'autre bout du monde, mais on peut aussi partir dans des endroits où on va rencontrer aussi des gens, avoir des belles rencontres, et au final, on est gagnant, on a trouvé aussi ça aussi sympa, et les enfants ont passé autant de bonnes vacances que si on était parti. Je crois que ça, c'est un enjeu en fait important. D'accord, mais les gens vont se poser la question que moi je me pose, et je dis, j'ai milité, j'ai fait partie de Génération Écologie, je suis un écolo, mais
mon discours, moi, c'est, il va falloir que vous me répondiez à ça. Pourquoi c'est pas l'avion qui me dérange, c'est le carburant qu'on met dedans. C'est pas la voiture qui me dérange. En plus, j'ai mon fils qui travaille à Turbo sur M6, donc je vous raconte pas les discussions à la maison. Moi, je suis électrique, lui, il est. C'est ça. Et les gens ne comprennent pas pourquoi. Et parce que ce sont pas eux, c'est pas avec le petit bout de chemin en province, par exemple. Hein, comment on fait pour aller d'un endroit à un autre si on n'a pas de voiture? C'est pas eux, c'est dans le trait, c'est dans l'épaisseur du trait ce qu'ils rejettent comme gaz à effet de serre dans l'atmosphère par rapport aux gros producteurs d'énergie, par rapport ce sont les gens ne comprennent pas pourquoi on leur demande de faire des efforts alors qu'ils voient qu'il y a des industries. Coca-Cola est passé de la bouteille en verre à la bouteille en plastique en faisant du greenwashing. En plus, vous savez ce que ça donne de milliards de bouteilles en plastique par an quand Coca-Cola a décidé ça. Pourquoi en 2018 Airbus a-t-il arrêté sa recherche et développement sur un avion électrique ou un avion à hydrogène, je ne sais plus d'un seul coup? Quel est le motif? Ce sont les questions que les gens... Et du coup, ça décrédibilise évidemment le discours sur la transition écologique. Mais le discours, ça pourrait être tout simplement de dire, bah écoutez, si vous allez acheter votre pain, au lieu d'y aller avec votre voiture, vous y allez en vélo, vous allez être en meilleure santé. À chaque fois, il faut prendre le sujet comme ça. C'est un peu ce que je dis. Mais oui, non, d'accord. C'est un peu ce que je dis. C'est un joli mot, vous avez quand même dit, il faut leur expliquer comment ils pourront faire pour se passer de ça. C'est pas bien. J'ai dit inspirer. Non, j'ai pas dit ça comme ça. Ne me fais pas dire ce que je dis pas, parce que je ne dis jamais ça dans mes formations, parce que si on dit le il faut, ça ne passe pas. C'est vraiment l'inverse. J'ai dit qu'il fallait justement essayer de montrer comment tout ça pouvait être désirable et qu'on peut y gagner en santé et qu'on peut y gagner justement, ou tout simplement, on va avoir des bénéfices tout simplement pour soi, ou qu'on a bien l'avocat du diable. Je vous dis évidemment. Non mais je veux bien être l'avocat du diable, mais pas sentir des choses que je n'ai pas dit. Mais il y a un mot qui est important, c'est le mot transition. Mot transition, ça veut dire quoi? Tu vas pas passer d'un moment. Non, pardonne-moi. Non mais c'est vachement important d'expliquer le plus possible comment le mot transition est très intéressant, parce que ça veut dire qu'on va pas passer d'un modèle à un autre de manière brutale. Bien sûr. Il faut accompagner. Aujourd'hui, il faut faire de la pédagogie. Il faut expliquer, raconter. Moi, j'aime pas le mot inspirant, parce qu'on a l'impression qu'il y en a qui sauraient mieux que les autres. La vraie question, c'est informer, partager. J'aime beaucoup la philosophe allemande qui dit au moins on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. C'est le travail que font les chercheurs aujourd'hui. Moi, je fais quand même un bémol sur les chercheurs parce que avant 2009, avant le sommet de Copenhague, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient comme Jean Jouzel ou comme Delmotte. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, j'en avais beaucoup qui me disaient, en gros, oui, allez voir les catastrophistes. C'est ça la réalité. Il se trouve que à ce moment-là, en 2009, les Européens du Nord ont décidé d'investir beaucoup d'argent dans les laboratoires de recherche sur le climat. Et là, du jour au lendemain, beaucoup de chercheurs se sont mis à travailler sur le changement climatique. C'est pas que les journalistes qui sont responsables de tout. Je veux pas défendre une corporation pour la défendre. Je dis non, mais je dis juste que encore une fois, c'est de la transition. C'est-à-dire que pour convaincre les journalistes quels qu'ils soient, il faut du temps, il faut de la pédagogie, il faut de l'information, il faut des sachants qui soient capables, comme dit très bien Étienne Klein, de dire je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, ce qui demeure le plus quand vous écoutez les chercheurs, c'est l'incertitude dans laquelle on est. Là, je viens de rencontrer en mer du Nord quelqu'un qui travaille sur le plancton et il me dit, le problème aujourd'hui, c'est que je vois arriver des nouvelles espèces de poissons, mais je ne suis pas capable de dire si ça va durer ces nouvelles ressources 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et le pêcheur qui, lui, se dit, qu'est-ce que je fais? Quel bateau j'achète pour être au mieux pour telle ou telle espèce de poisson. L'incertitude, je ne sais pas si Jean Jouzel est d'accord là-dessus, mais c'est l'incertitude qui est le plus difficile pour nous tous. On ne sait pas. Il y a quand même une certitude, c'est qu'on sait que c'est lié à les gaz à effet de serre, donc à nos modes de vie. Et même ça, je l'entends dans mes formations, des journalistes qui me disent, mais vraiment, comment le GIEC peut être sûr? Je l'entends encore. Je vais repasser la parole à Jean, mais sinon, je pense que c'est important. N'hésitez pas. Du côté du festival de la météo, là-bas. Moi, j'en ai pour 30 secondes. Excusez-moi. Non, voilà, je ne suis pas du tout une spécialiste du climat. Je suis ravie d'écouter toutes ces personnes qui le sont, en revanche. Voilà. Moi, c'est la politique. Je suis journaliste, mais politique. Très bien. Tout à l'heure, vous avez dit, quand on disait qu'on manquait de connaissances, vous étiez d'ailleurs en train de le redire maintenant. Ça, c'est vrai que depuis 40 ans, on avait des chiffres et qu'on en était toujours à ne pas savoir grand-chose. Alors, c'est vrai. Et pourquoi d'abord ça n'a pas commencé plus tôt, la prise de connaissances? Nos enfants et nos petits-enfants nous le reprochent assez, d'ailleurs. Ça, j'entends. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le passage du problème climatique au politique, c'est au contraire
très compliqué et c'est presque un drame parce que ça a politisé la chose qui devrait être en dehors des intérêts politiques des uns ou des autres. C'est ça qui est terrible. Maintenant, c'est devenu conflictuel, le problème climatique dans nos pays et ailleurs. Ça l'a été aussi en Allemagne, vous savez, avec ces fameux verts qui sont arrivés, et puis qui ont voulu se mêler du gouvernement. C'était légitime de leur part, à la ligne. Mais est-ce que c'est pas gênant? Est-ce que c'est pas un frein, justement, au progrès et à l'enseignement des gens du fait que ce soit politisé? Quand on voit, ben oui. En fait, c'est une question qui est transversale. Aujourd'hui, tout le monde devrait s'approprier cette question. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on s'étonne que la droite, s'ils ont fait une nuit, je crois. Oui, mais nuit d'écologie. Voilà, c'est très peu par rapport à une réalité qui devrait être, entre guillemets, non politisée. Puisqu'en fait, c'est une question qui doit concerner tout le monde, puisque quand on parle du climat, on parle à 360 degrés, à la fois de nos modes de vie, de la manière dont on va demain utiliser la voiture, etc., consommer, etc. L'argent, le budget, exactement, donc c'est transversal. Et aujourd'hui, tous les hommes politiques, quels qu'ils soient, et c'est là où je dis qu'il y a un vrai souci, parce qu'il y a une vraie passivité, c'est là où on devrait avoir au contraire des gens qui sont conscients de cette réalité et qui vont prendre le risque. Gouverner, c'est prévoir. Donc, effectivement, de prendre le risque parfois. Oui, sur du long terme. Mais là, aujourd'hui, malheureusement, on a essentiellement, je sais plus, c'est Sarkozy qui, dans une réunion avec des préfets, regardait tout le monde et disait, mais il n'y a rien qui vous choque. Et les préfets se regardaient tous et il n'y en avait pas un qui était choqué. Ils étaient tous plus de 60 ans, tous le même profil, etc. Et il leur dit, c'est là où, malheureusement, vous n'êtes pas en phase avec la France telle qu'elle est aujourd'hui. Ça veut dire que les politiques, les élus aujourd'hui, malheureusement, ils n'en ont rien à foutre au-delà de 5 ans, au-delà de leur mandat, alors que des jeunes qui prendraient le pouvoir en politique, eux, ils voient beaucoup plus loin. Et c'est aussi aux jeunes de prendre le pouvoir. D'où l'importance, moi je te rejoins totalement sur cette notion de transversalité qui doit toucher aussi tous les journalistes. C'est-à-dire les journalistes politiques aussi doivent se former à ces enjeux-là, les journalistes en culture, en société. En fait, c'est plus du tout 3 journalistes environnement dans un service, en fait. C'est fini. C'est tout le monde doit avoir conscience de ça pour justement mieux questionner les politiques. Et d'ailleurs, moi j'ai dans une formation aussi beaucoup de journalistes politiques qui viennent. Parce qu'effectivement, on n'a pas reçu de formation scientifique à l'école. On est peu à avoir été formé là-dessus. Et ça, je pense que c'est fondamental pour ensuite que les politiques bougent, parce qu'on sera plus pertinent dans nos questions aussi. Jean, parce que... Alors Jean, vous êtes entouré de journalistes qu'on a surnommés les baveux ou les bavards. Donc il faut défendre un peu... allez-y, je vous passe la parole, Jean. Mais je pense que c'est éminemment politique. D'abord, c'est très important. Je veux dire, on ne peut pas dissocier le problème de réchauffement climatique des autres problèmes environnementaux, la perte de biodiversité, la pollution, et on ne peut pas non plus vraiment le dissocier des aspects sociaux, économiques, culturels, donc et politiques. Et c'est éminemment politique. Donc il faut pas... Non, bien sûr que... Voilà, donc il faut l'accepter. C'est vraiment le mode de fonctionnement de la société qui est interrogé. Et c'est ça la politique. Donc pour moi, en tout cas. Donc voilà, donc c'est pas... Non, au contraire, je pense que on peut pas dire il y a la science d'un côté, c'est ce qu'on m'a dit d'ailleurs, la science vous êtes gentil, mais bon il y a la vie réelle. Non, c'est pas ça la vie. Donc il faut bien se rendre compte que je pense que disons il doit y avoir cette connexion entre la science et les décisions politiques. Alors des réflexions donc par rapport à ce qui a été dit. Il y a des gens qui ont bien réfléchi à ce qui pourrait être fait et ce qui pourrait être acceptable. Et ce qui était accepté, c'est la Convention citoyenne pour le climat. Mais on n'en a malheureusement pas beaucoup tenu compte. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Je peux vous dire que quand les gens réfléchissent et se mettent ensemble, eh bien, on a vraiment des résultats extrêmement forts. Ne serait-ce que des recommandations comme la limitation à 110 km/h, voilà, qui a été balayée. Donc, voilà, oui, on peut parler de politique. Bon, moi, je me suis impliqué depuis le Grenelle de l'environnement. J'ai suivi Justement, j'ai suivi, disons, toute la politique énergétique ou climatique de la France depuis 20 ans. Donc, j'ai parfaitement participé à tous les comités. Donc, on ne peut pas dire que c'est pas politique. Donc, du Grenelle de l'environnement à... Bon, moi aussi, je veux bien, mais justement, on a eu un... Bon, on va pas faire de politique ici, mais on l'a eu, notre chef d'État jeune. On l'a. Non, on l'a quand même. Et qu'est-ce qui se passe? Ouais, alors non, il y a des choses qui se passent. C'est pas rien passé. Les vieux l'aiment pas. Voilà. Non, mais c'est pas rien passé. Mais il suffit pas d'avoir un chef d'État jeune, c'est ça qui me déçoit. Voilà. Non, la planification écologique, c'est quelque chose qui est tout à fait raisonnable. Bon,
et je pense que le travail a été bien fait, donc je ne vais pas remettre ça en cause, mais je crains que les mesures qui sont proposées ne soient pas à la hauteur de l'ambition à l'horizon 2030, c'est tout. Donc voilà, simplement, on dira zut, on a loupé l'objectif, mais ça, l'objectif, il est bien. Donc voilà, donc je dis pas qu'il se passe rien, mais on peut pas dissocier comme ça. Non, on peut pas mettre les scientifiques dans leur labo et puis dire non, tout ça, c'est quand même non. On se rend bien compte, c'est notre vie de tous les jours, et c'est bien pour ça que les gens nous interrogent, et c'est pour ça que je suis ici d'ailleurs. Si c'était pas politique, je ne serais pas ici ce soir. Mais qu'est-ce qui manque dans le traitement médiatique de la transition pour ça? Moi, je pense qu'il est pas mal fait. Donc, je vais dire, je vais dire objectivement, je vais pas, justement, parce que moi, j'étais aussi allé discuter à France 2. Je pense qu'il manque une belle émission télé. Si vous la faites, ça serait bien. Je vais vous dire franchement ce que non, mais je l'ai dit. C'est pas parce que vous êtes en train de la faire que je le dis, parce que je l'ai dit souvent. Donc, depuis 10 ans, il y a très peu de choses. Moi, je suis allé souvent à la télé, même, je sais pas, assez dans l'ère du temps d'Yves Calvi, il y avait, disons, tous les 15 jours, 3 semaines, où j'en ai fait, je sais pas, 50, voilà, les scientifiques allaient assez dans l'air, on y va beaucoup, c'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus politique maintenant, je sais pas, l'émission Ce soir ou jamais avec Frédéric Tadei, on faisait, voilà, je suis aussi allé c'est ce soir aussi, mais il y a plus cette place de notre communauté dans les débats, et voilà, moi je suis très heureux qu'il y ait une émission. Planète Info, tous les soirs à 22h sur France Info. Ça dure 1 heure. Du lundi au jeudi, oui. Alors, 22h. Oui, c'est un horaire France Info. Non, France Info. Canal 27. Voilà. Donc la vraie question aujourd'hui, on oublie le téléspectateur, pardon Jean, mais on oublie le téléspectateur. Aujourd'hui, malheureusement, la plupart des émissions, nous on arrive à faire 1 million de téléspectateurs pour chaque numéro de Sale Temps pour la planète, qui heureusement est rediffusé, racheté par Ushuaïa TV, ScienceEvie.tv, RMC Découverte. Ce qui n'empêche que malheureusement aujourd'hui, les téléspectateurs, ce type de rendez-vous, ils n'y vont pas. Et donc forcément derrière, parce qu'on a malheureusement de plus en plus dans les chaînes de télé des gens qui sont chargés des études. Du jour au lendemain, on est passé des journalistes qui décidaient des programmes avec des vraies prises de risques. On parle toujours de 5 colonnes à la une, mais derrière, il y a eu l'envoyé spécial de l'époque Benjamin Nahon. Ils prenaient des risques, ils mettaient des sujets qui n'étaient pas forcément, entre guillemets, des attentes des téléspectateurs. Aujourd'hui, on a des gens qui sont spécialistes marketing, études. Ils savent, puisqu'ils interrogent des panels, ils savent ce que veulent les gens. Et à partir du moment où ils ont identifié, ils ont formaté, etc., et la prise de risque est compliquée. Même si, je pense qu'à un moment, quand on aura beaucoup plus d'émissions sur le climat, sur la biodiversité, parce que c'est la vie quand on aura le transversal, évidemment, le politique, il a intérêt à s'en emparer, sinon il va être complètement, je pense qu'il va être évacué. Mais c'est une vraie question, comment est-ce que le téléspectateur doit devenir acteur? Comment, dans le quotidien, les consommateurs doivent devenir des consommateurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours montrer, stigmatiser X ou Y. On est dans un système global où on doit tous intervenir. C'est-à-dire que nous aussi, on doit essayer d'expliquer aux gens que chaque geste compte et que ces gestes-là peuvent influer. Si demain, on n'achète plus tel produit, tu parlais d'un soda, si on n'achète plus parce qu'effectivement, on considère que le plastique, c'est plus possible, eh ben, ils vont changer de politique. Parce qu'on a un vrai pouvoir. La vraie question, à un moment, c'est effectivement dans la convention citoyenne, on l'a vu, des gens, 150, qui n'étaient pas du tout spécialistes, sont venus des experts qui leur ont expliqué. À la fin, les 150 propositions qu'ils ont faites, quasi toutes unanimes. C'est probablement ce qui a le plus surpris le président Macron. Il s'attendait pas à un unanimisme autour de, mais parfois 110 km/h, l'interdiction de la pub, etc., etc. Ils ont été très très loin dans les préconisations. Moi, je pense qu'en fait c'est ça, c'est un problème de société. C'est évidemment les élus, on a le pouvoir de mettre notre bulletin, mais c'est à nous de changer aussi ce monde-là pour un monde qui est pas décroissant, qui va être désirable, parce que franchement, moi je rencontre plein de gens, pas seulement des chercheurs, mais aussi des gens qui font. Je peux vous dire que leur vie, c'est ce que je dis toujours. Il y a une forme de journalisme qui répond à ça, ça s'appelle le journalisme de solution. Et le journalisme de solution consiste à présenter les choses, Sophie fait partie dresser des états des lieux, et une fois que vous avez dressé l'état des lieux, vous parlez des gens qui apportent des solutions, qui font des choses, qui œuvrent, ça peut être des élus, des entrepreneurs, des start-upers, des étudiants, toutes sortes de gens, des agriculteurs. Alors, je me permets de présenter le magazine dont je m'occupe, mais nous, un magazine
qui s'appelle Écologie 360. Ah bah, avec Christophe Doré, formidable. Christophe, absolument. Nous avons le plaisir d'interroger M. Jouzel demain. C'est du journalisme de solution. On est parti d'une situation simple, c'est on sera plus 5, plus 1,5, plus 2 ou plus 3, on ne sait pas très bien, mais dans le transport, dans le problème de parler de météo, de climat, l'agriculture, la nutrition, toutes les parcelles de la société sont atteintes et sont touchées par la question de la transition écologique. Le sujet, c'est dresser des états des lieux, être pédagogue et essayer de présenter les solutions qui existent chez nous en France ou à l'étranger. Dans le premier numéro, on a parlé d'un pays en Amérique du Sud qui est un modèle mondial de développement durable et de transition écologique. Bon, le seul problème, c'est que le monde entier y va en avion pour découvrir à quel point c'est formidable. Donc, est-ce que c'est bien d'être une destination en Amérique du Sud, qui est génial parce qu'on est complètement éco-responsable, mais est-ce que c'est bien d'accueillir des millions de touristes qui viennent voir comment c'est? Voilà, exactement. Absolument. Donc, le journalisme de solution, selon nous, et selon beaucoup de nos confrères, est sans doute une réponse à toutes les questions qu'on se pose. En tout cas, c'est une forme de réponse qui nous paraît adaptée. Je vous rejoins parce que c'est ma bataille depuis 3 ans et qu'au début, j'étais pas du tout écoutée dans les médias. Je venais de l'enquête, de l'investigation à France Télévisions. Au début, on a même pensé que j'avais arrêté ce métier. Ah bon, tu fais de la solution, tu fais plus du journalisme. Tu fais du positif. J'ai quand même entendu ça. Journaliste, Mais justement, ce qui est bien, c'est que c'est en train de changer parce qu'on prend conscience qu'avec le climat, en fait, si on parle pas solution, on va désespérer tout le monde, en fait. Et donc, au contraire, là, ça prend toute sa place. Et moi, justement, ce que j'essaie de montrer dans les formations, c'est comment on peut essayer d'équilibrer. C'est-à-dire qu'il faut en la fois parler du problème. Il n'est pas du tout question de cacher la gravité. Il faut la raconter parce que les gens, il faut quand même qu'ils prennent conscience que, voilà, c'est peut-être sympa, là, en ce moment, il fait chaud. Mais en fait, ça va s'empirer. Et donc, il faut faire quelque chose dès maintenant pour stabiliser tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et pour moi, ce qu'est-ce qu'on fait, il n'est pas encore assez présent. Je pense qu'effectivement, là, on a encore des marges de manœuvre, d'autant qu'on est effectivement encore trop dans l'éco-geste. On est encore trop dans l'individu. Donc il faut aussi aller voir les entreprises, aller voir les collectivités, aller voir les villes, comme vous dites, qui bougent et qui basculent. Et les autres pays aussi. De montrer des modèles qui peuvent, moi j'aime bien quand même le mot inspirant, qui peuvent nous montrer que oui, il y a des solutions, on peut y arriver, on peut s'en sortir. Il y a aussi une question de... Alors ce qui est intéressant, bien, tout le monde veut parler. Non, mais j'ai créé une plateforme d'impact qui s'appelle... Et puis Jean aussi a levé le bras. Une plateforme d'impact qui s'appelle... Je passe la parole à Jean après toi. 2 degrés de plus pour essayer justement 2 degrés, c'est dire qu'il y a encore quelque chose à faire. C'est une plateforme d'impact où on est évidemment un peu comme un médecin, c'est-à-dire un médecin fait un diagnostic pour trouver des solutions. S'il n'a pas de diagnostic, de bon diagnostic, il ne peut pas proposer évidemment des solutions. Ce que je ne veux pas imaginer à un moment, c'est qu'en fait on a des solutions à tout. L'ingénierie salvatrice, le technosolutionnisme, tout ça c'est évidemment des conneries. Quand on écoute Bertrand Piccard qui grâce à sa fondation a pu recenser quelque chose comme 1300 solutions de bon sens qui existent aujourd'hui, qu'on peut mettre en œuvre sans aller chercher des ingénieurs, des polytechniciens qui ont trouvé des idées, etc. Il y a un moment on peut rien faire contre la montée des eaux, on le sait, avoir sa maison les pieds dans l'eau, c'est plus possible d'imaginer des enrochements, on sait que c'est faillible. Déjà au XVIIe siècle, on a retrouvé des documents historiques qui montrent qu'au XVIIe siècle, les ingénieurs de chez Colbert, sur Ouessant et sur l'île de Sein, disaient attention, c'est pas une solution à long terme. Malheureusement, il y a des vraies failles. Donc oui, il faut, pour le storytelling, rappeler qu'il y a des solutions. Mais il faut jamais oublier que malheureusement, nous ne répondrons pas à tous les enjeux du changement climatique et du dérèglement climatique par des solutions. Mais il faut aller vers ça parce que c'est la meilleure façon d'enchanter le monde, parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de changement climatique, on parle de décroissance. C'est faux. Moi, je rencontre plein de gens qui sont devenus maraîchers et qui sont plus heureux qu'ils l'étaient avant. Il y a des scientifiques, Jean a demandé la parole avant juste vous. Une tribune, non mais juste pour citer. Oui, mais je suis assez intransigeant au niveau de votre parole et de la Juste pour dire politesse. qu'il y a une quinzaine de jours, il y a des scientifiques, une vingtaine à peu près, qui ont écrit une tribune dans Le Monde,
donc dans le monde, expliquant qu'il y avait en France des richesses extraordinaires, scientifiquement parlant, par tous les ingénieurs qu'on avait, tout ce qu'on pouvait faire, et qu'on pouvait utiliser tout ce savoir, tout ce savoir-faire, toutes les entreprises qui étaient qualifiées, qu'on ne faisait pas assez en France, et qu'eux pensaient qu'on va pouvoir faire marcher des entreprises, etc., les développer et s'associer avec ce qui se fera à côté. Regardez au Royaume-Uni, par exemple, puisque Charles III veut qu'on soit unis. Mais c'est ça. Et quand on parle de ce qu'on doit faire, on dit qu'il faut supprimer les avions privés, enfin tout ce qu'on entend toute la journée. Effectivement, ne plus manger de viande, ne plus faire ci, ne plus faire ça. C'est tout punitif, toujours comme ça. Mais il y a des ressources, il paraît. Moi, je ne suis pas scientifique, excusez-moi. Alors, voilà. Bah, je vous conseille, à partir de la Toussaint, d'écouter France Bleu le matin, une chronique toute bête sur le concours Lépine. Et si vous saviez le nombre d'inventions tous les ans qui sont créées justement par des inventeurs, des ingénieurs qui pensent au réchauffement climatique, parce qu'ils ont tous 20, 25 ans, 30 ans, et qu'ils se sentent concernés. Donc, il faut aller dans ce sens-là. C'est sûr. Jean a demandé la parole depuis longtemps. Pour dire que non, c'est l'état d'esprit dans lequel nous avons mis en place une exposition quand même à la Cité des Sciences sur 2000 m² qui sera là 10 ans. C'est-à-dire, c'est tourné vers le futur, donc vraiment sur les solutions. Donc, je vous invite à aller la voir. Mais c'est quand même l'esprit. Enfin, moi, j'ai été commissaire scientifique. C'est bien l'esprit de regarder devant nous. Hein, donc, voilà, anticiper, décarboner. Donc, voilà. Donc, oui, effectivement. Mais est-ce que c'est suffisant? Moi, la question que je me pose, c'est parce que j'ai fait beaucoup avec des gens. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont, disons, qui se sentent concernés, mais comment on entraîne toute une génération? C'est ça la question qu'on doit se poser. Et c'est pas si simple. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, bien sûr, on va toujours entraîner une partie de la population de mieux en mieux, mais comment on entraîne l'ensemble? Il faut les faire rêver, il faut les enthousiasmer, il faut leur... déjà, il faut leur parler. Déjà. Oui, faisons de la perma-information. C'est pas évident, il faut leur parler. Et nous, on a à peu près 10 000 exemplaires en kiosque. On s'est dit, on va pas aller sur Internet parce qu'on n'a pas les moyens. En revanche, on va labourer les réseaux sociaux. Et donc, on fait beaucoup de LinkedIn, beaucoup d'Instagram et beaucoup de Facebook. Résultat, on a de plus en plus d'abonnés sur Instagram qui sont la majorité des femmes qui ont entre 25 et 34 ans. Et on fait parfois des posts à 17 000 impressions, ce qui est très honorable. Oui. On a sur Facebook une majorité d'hommes un peu plus âgés. Et sur LinkedIn, une énorme majorité d'hommes de plus de 50 ans. Ça veut dire que si on essaie de jouer sur les réseaux sociaux et d'être sur le maximum de supports possibles, on peut arriver à toucher, y compris des jeunes. Oui, mais en tout cas, il y a une attention et un intérêt pour eux. Oui, mais pour le moment, sur les réseaux sociaux, c'est là où le climato-scepticisme prend son envol. Donc, on voit bien que... À cause des algorithmes, malheureusement. Voilà, donc c'est quand même une question qu'on doit se poser aussi. C'est aussi c'est les médias au sens large, mais bon, le rapport de David Chavalerias, disons, questionne quand même. C'est-à-dire que les réseaux sociaux... Oui, en parlant de Goliath, on ne pourrait pas aussi mettre le doigt sur les gros pollueurs plutôt que sur demander. Moi, je prends un exemple tout bête. Je fais attention, j'habite à la campagne, je fais attention à l'eau, les clichés du style faut couper l'eau quand on se lave les dents. Je prends ma voiture dans laquelle je mets, c'est un gros 4x4, dans lequel je mets de l'éthanol, donc du bioéthanol, et je traverse des champs et je vois que, alors qu'on est en pleine canicule, les agriculteurs arrosent des champs du maïs qui bouffe 10 fois plus de flotte. Pourquoi on ne s'attaque pas aussi autant qu'aux personnes individuelles? Pourquoi on ne demande pas aux gros pollueurs d'arrêter? Il vaut mieux s'intéresser, si je peux me permettre, aux 10 milliards d'euros d'aide annuelle à l'agriculture. Vous en revenez aux politiques et au rôle du politique d'accompagner en fait le changement agricole. Parce qu'effectivement, les agriculteurs n'ont pas les agriculteurs, hein, donc c'est bien évidemment politique. Patrice, tu te rends compte qu'aujourd'hui, les injonctions pour des agriculteurs quels qu'ils soient, on leur a dit de produire pour le plus grand nombre. Et oui. Ça a été et puis après, on leur dit il faut faire du bio et puis le bien-être animal. Et puis derrière, on balance dans une émission que je citerai pas ici sur le Spinoza, c'est scandaleux, etc., etc. Oui, c'est un produit qu'ils utilisent malheureusement, mais la transition, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller d'un point A à un point B. Changer de modèle. Et changer de modèle sans stigmatiser, diaboliser. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis
suis désolé. Alors, sur Total, qui aujourd'hui est capable d'investir entre 7 et 8 milliards d'euros sur les énergies renouvelables? Qui? C'est une vraie question. Comment? Total. Absolument. Donc c'est une vraie question. On peut pas aujourd'hui. Politique. Non, mais économique au départ. Voilà. Et donc on peut pas diaboliser. Les grosses banques continuent-elles à investir pour l'extraction de pétrole? Non, mais la Société Générale, c'est très intéressant. Non seulement ils ont annoncé des chiffres pour les années, des bénéfices moins intéressants, moins importants pour l'année suivante, et ils ont évidemment associé ça à leur nouvelle politique plus résiliente. Ils ont pris 12 points à la bourse. Aujourd'hui, l'ennemi, c'est l'actionnaire. L'actionnaire, pourquoi? Parce que c'est celui qui veut que ça crache tout de suite. L'ennemi aujourd'hui... C'est ça. Non, mais l'ennemi aujourd'hui... Aidé par les lobbies, enfin... Oui, mais en tout cas, aujourd'hui, quand on prend les actionnaires, ils se disent comment je peux gagner de l'argent le plus possible. Fais-nous tous les actionnaires. Oui, mais c'est le fonds de pension. Voilà. C'est le retraité qui dit, moi, je veux que ça crache tout de suite, je m'en fous de mes petits-enfants, je m'en fous des autres, je veux que ça crache tout de suite. On est dans un système, et moi j'ai dit, et je le repropose, mais j'ai dit, il faut que tous les conseils d'administration mettent dans leur CA un représentant de la nature. Ça peut être Jean Jouzel, ça peut être d'autres experts, Groscola et d'autres, il y en a des tonnes, heureusement aujourd'hui. Non, mais qui viennent et qui disent, il y a celui qui va parler effectivement des dividendes, etc. pour les actionnaires, mais il y en a un qui va lever la main comme ça, qui sera Dame Nature, Batchapama. Aujourd'hui, le Parlement vient de repousser l'amendement qui était prévu dans la loi Industrie verte qui prévoyait de soumettre aux actionnaires des engagements climatiques. Exactement. C'est Bruno Le Maire et des lobbies qui viennent d'annuler cet amendement qui avait été voté cette année. Donc voilà, c'est l'inaction. Total, 46% des actionnaires de Total sont des fonds de pension américains. C'est Henri Proglio qui a rappelé que 80% hélas des actionnaires du CAC 40 sont malheureusement étrangers et l'argent part là-bas. Donc en fait, aujourd'hui, quand moi j'entends, par exemple, je ne sais pas si vous le connaissez, Fabrice Bonifay, qui est le patron de RSE de Bouygues. Aujourd'hui, Bouygues, c'est 90 000 véhicules thermiques. Comment est-ce qu'une entreprise comme celle-ci peut transiter? C'est long. Mais c'est une entreprise familiale qui peut investir ses bénéfices. Moi, à chaque fois, là, je fais beaucoup de films sur le développement durable et il y a un hôtel, le Crotoy, qui s'appelle Les Tourelles. Ils sont 350 co-actionnaires. C'est des gens qui, en plus, sont anciens ministres en Belgique et en Suisse et ils ne touchent pas de dividendes. 350 €. Ils ont le droit à une semaine de vacances à l'hôtel. Et pour le reste, tout est investi dans le locavore, dans la lutte contre les passoires thermiques. En gros, puisqu'ils ont plus créé dans la baie de Somme une association zéro carbone. Et on est vraiment dans une dynamique qui est en gros en train de... Comment est-ce qu'on change les modèles? Comment est-ce qu'on fait en sorte, et 95% de taux de remplissage dans cet hôtel? Et j'ai plein d'exemples comme ça. Donc c'est cela qu'il faut qu'on aille montrer, nous, dans les médias. Bien sûr. Bien sûr. Au lieu de faire des sujets à la fin des journaux, genre on a 3 minutes et on a fait plaisir à un journaliste, je sais, parce que j'ai connu ça. Allez, tu vas partir au Mont d'Or, je ne sais où, faire un petit sujet bidule. Ben non, pourquoi est-ce qu'on fait pas des sujets sur ces gens qui ont pris le risque? Après, ça n'empêche pas de dénoncer les subventions publiques aux énergies fossiles. Hein. Parce que le nerf du problème, il est quand même là. Mais sur la PAC, il faut effectivement... 16 milliards d'euros. La vraie question aujourd'hui, c'est comment les écolos et les partis écolos ont malheureusement kidnappé en fait une vraie question qui est transversale et qui en ont fait un sujet spectral. On ne sait plus qui représente, qui défend, on ne sait plus où ils en sont. Alors en réalité, je parle des subventions d'État. Non, mais aujourd'hui, tous les partis politiques devraient se battre justement pour que la PAC soit modifiée, pour que les agriculteurs aillent vers des choses qui soient enfin, on le sait bien aujourd'hui, le vivant, vous écoutez Marc-André Sellos qui est formidable là-dessus, parce qu'en plus il a une façon de dire les choses et la pédagogie, parce qu'il dit dans l'éducation nationale, maintenant, on parle plus de biologie. Et il dit, il faut se retirer les deux doigts du cul pour essayer de parler de biologie pour que les enfants... T'es enregistré, hein, t'as oublié. C'est pas très grave. Justement, on cherchait le vocabulaire. Mais non, mais aujourd'hui, il faut nous aussi qu'on puisse se réinventer au niveau de notre manière de raconter nos histoires. Il faut appeler un chat, donc je trouve très bien quand il dit ça. Et parce que je pense qu'effectivement aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus de jeunes, parce que la biologie a un peu disparu des manuels scolaires, il faut aussi leur rappeler ce que c'est qu'aujourd'hui un fruit qui est au supermarché, il tombe pas du ciel. D'où il vient? La vache, pareil. Moi j'ai été surpris. Non, mais j'ai été surpris.
Comment? Ils ont des cours quand même. Très peu, de moins en moins. Moi, j'ai découvert qu'ils avaient des cours sur les mobilités douces, Ouais. en CM2, par exemple, Ouais, il y en a quand même. qui étaient dignes de ce qu'on a écrit pour faire un sujet pour le 20h la semaine dernière. Coïncidence totale, Ah oui. convergence Ah, du voilà. cours de CM2 avec ce qu'on était en train de mettre à l'envol, quoi. Pourquoi je peux prendre mon vélo pour... Je suis sur le collège, Ouais. le vélo héros, là. Voilà. C'est marrant. Donc, Non, mais il y a aussi des progrès. Non, mais c'est pour ça que le vocabulaire, la manière de raconter nos histoires, l'imaginaire aussi, c'est-à-dire que c'est là où on doit tous travailler, nous, journalistes, parce que c'est de toute façon la seule façon. Qu'un journal, qu'un magazine comme 360 existe, c'est formidable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des espaces, il y a des gens qui sont de plus en plus sensibles, mais il faut les accompagner. Moi, je vois des maires nouvellement élus avec des équipes qui trouvent du jour au lendemain avec des problématiques PP, RN, PP, RL, PAPI, etc. GEMAPI, ils savent pas ce que c'est. Or, ça leur tombe sur la gueule. Des inondations monstres, etc. Comment est-ce qu'on fait pour les accompagner? Mais Ils cherchent des bourses à idées. Ils ont pas. Il y a un moment, franchement, ils se disent, mais comment on fait? Ils ont fissuré, par exemple. J'ai fait un film pendant 3 ans sur des familles qui sont victimes des fissures. Je peux te dire que les assurances se comportent très très mal. Et parce qu'aujourd'hui, un phénomène qui était exceptionnel va devenir récurrent. Comment on fait? Comment on fait? C'est des vraies questions. Alors, je me suis occupé du temps qu'il fait, mais je m'occupe aussi du temps qui passe. Et le temps passe vite. Il y a ceux qui n'ont pas posé de questions. Il y a ceux qui n'ont pas posé de questions. Et puis je passerai la parole, s'il n'y a pas d'autres questions, à Jean. Pour conclure, parce que Jean c'est notre héros, et donc on va lui passer la parole. Attendez, on a un prix Nobel à la table, on va s'en priver. Non, je n'ai pas beaucoup à ajouter. Moi, je pense que les médias, disons, font un travail tout à fait intéressant en France. J'aurais dit que la télévision, ça serait quand même bien qu'il s'y implique plus. Voilà, donc c'est pas tant. Mais je sais pas. Bon, vraiment. On ne peut pas non plus masquer la réalité du problème. Il faut réussir à dire il faut pas non plus présenter ça que c'est une véritable transformation en fait. Donc il faut bien se rendre compte que bon, voilà, c'est un changement. Voilà, un des points qui me marque moi sur la période récente. Il y a eu beaucoup de choses de faites, des pistes cyclables, des municipalités. Beaucoup de collectivités ont mis en place des métros, des bus, des tramways, le covoiturage ça marche, la voiture électrique ça commence. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on émet de plus en plus, c'est-à-dire il y a de plus en plus de thermique, hein, disons les émissions liées à l'utilisation du thermique, le transport routier ou largement aussi voiture, 60%, 40% augmentent. C'est la question qu'on doit se poser. C'est-à-dire on fait plein de choses, et puis quand même ça augmente. S'il n'y a pas donc il faut quand même bien se rendre compte que s'il n'y a pas, pour moi c'est terrible. Donc les gens, je vais dans les collectivités, ils font plein de choses. On va surtout pas dire ça. Mais voilà. Donc oui, mais alors, parce qu'il n'y a pas de prise de conscience. Pourquoi? Eh ben les gens 110 km/h ne faut pas. Alors c'est très clair, c'est les SUV. Alors ça, c'est très bien expliqué. Hein. Alors ça, je peux vous dire, c'est l'amour de nos concitoyens, de nos compatriotes pour les véhicules de plus en plus lourds. Alors ça, c'est très clair. C'est la moitié des ventes. Hein. Bah oui, mais c'est bien pour ça qu'on a. C'est les camions. Non. Ce sont des véhicules. C'est 60% les véhicules. Non, c'est pas que les camions. Vous avez, ce sont les SUV qui sont à l'origine. Non, c'est vraiment. De l'augmentation des gaz. Oui, non, en particulier. L'impact démographique. Oui, il y a un impact démographique, il y a de plus en plus de monde aussi. Donc oui, mais c'est quand même des questions qu'on doit se poser. S'il y a pas, je veux dire, on n'arrivera pas. C'est l'exemple même qui montre que si on ne réfléchit pas à l'organisation de société, au comportement, à une certaine sobriété, on n'y arrivera pas. C'est un peu un message que je donne. Donc il ne faut pas présenter ça. Bon, c'est pas que ça montre qu'il n'y a pas que les solutions techniques parce qu'elles sont là. Donc ben oui, il n'y a pas que les solutions techniques. Il y a la sobriété d'important, technologique. Parce que je le vois aujourd'hui, il y a plein de journalistes qui sont tentés de faire que la technologie, comme si c'était ça qui allait nous sauver. Et là, au contraire, il faut faire très attention, quoi. Le plus gros pollueur, c'est l'entreprise, quand même, en général. Si on arrête et si l'entreprise arrête de polluer, on arrête de vivre simplement. Oui, elle peut se transformer, l'entreprise. Il y en a qui se transforment. Mais ça fait des années que les gens font des efforts. Depuis l'an dernier, on a diminué de 4% nos émissions, c'est largement grâce aux entreprises, justement, parce qu'il y a des entreprises pollueuses en France commencent à prendre le problème au sérieux. Il y a aussi d'ailleurs des incitations. Donc,
Non, les entreprises industrielles même, c'est 17% des émissions. Non, c'est plutôt justement les 31%, dont les 31% liés au transport, dont plus de la moitié 15 de nos ou 16% sont déjà nos voitures. Donc, on construit une route, une autoroute, c'est hélas. Donc, ça, ces éléments-là, l'industrie, je ne souhaite pas. Bon, il n'y a pas de. Ah, il y a une question des jeunes femmes qui mettent à ma droite. Quand même, le Haut Conseil pour le climat a fait une version grand public de son rapport avec un graphique extrêmement clair sur ordre de grandeur, 32%, c'est en fait le transport en France et plus la moitié c'est nos voitures. C'est sur la France, on est bien d'accord qu'on parle de la France. On ne parle pas du monde. Non, le monde, mais c'est le réchauffement climatique. Non, mais c'est presque pas. Les chiffres sont pas. Madame veut s'exprimer. Elle n'a pas parlé. Une vraie solution. Est-ce que c'est une alternative? Alors, moi, en fait, connaissant tout l'amalgame qu'il y a sur la batterie, sa production. Alors, deux ou trois choses sur la voiture électrique. D'abord, oui, je pense que c'est une solution. Alors, on va voir après les freins. C'est une solution intéressante, y compris pour les territoires. Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce sont justement les personnes qui ont quelquefois 100 km à faire par jour là, ça sera extrêmement efficace. Alors ça, c'est un premier point. C'est vrai. Point de vue moyen, donc il n'y a pas photo. S'il y avait des voitures électriques dans les territoires, les gens seraient très heureux. Faut pas. Les freins, c'est le prix actuellement, et effectivement les matériaux pour la batterie. Et puis même autrement, si on fait des véhicules lourds, là, c'est pareil. On perd le bénéfice. Si on fait des SUV électriques, c'est pas beaucoup mieux non plus. Donc il y a quoi? Bon, il peut y avoir des progrès sur les matériaux. Par exemple, moi j'ai un collègue voilà, il va y avoir il y a déjà dans les laboratoires une batterie, normalement ça dure 10 ans. Et il y a déjà dans des laboratoires des batteries qui vont durer 30 ans. C'est-à-dire que ce problème de batterie, elles sont pratiquement. Donc voilà, tout ça, ça se met en place. Donc là, on a une technologie, justement. Oui, mais il faut. C'est ça, voilà. Donc il faut des progrès. Ça sont des éléments de langage qu'on peut reprendre et qui sont optimistes. Et qui... Oui, voilà. Oui, mais effectivement, c'est pas non plus la voiture. Non, mais justement, alors il faut. Non, si j'y viens. Donc par exemple, il y a aussi des développements de batteries au sodium où il n'y a pas. Il faut développer des batteries où il n'y a pas de matériaux qu'il faut aller chercher, je sais pas où, dans des régions où il y a la guerre. Donc c'est tout ça la recherche. C'est aussi développer, utiliser des matériaux et réfléchir à leur fin de vie. Mais tout ça, c'est là où on doit avoir disons, tout ce problème du stockage de l'énergie, des avancées technologiques, il y en a. Disons quand même, c'est impressionnant, si vous regardez le rapport du GIEC, le coût des batteries a été divisé par 6 en 10 ans. Regarde, il suffit de regarder son téléphone. Avant, il fallait l'équivalent d'un immeuble comme celui-ci pour avoir ce qu'on a là. IBM, enfin, je veux dire, on oublie les progrès. Moi, je fais juste une dernière parenthèse, Patrice. Oui, si la dernière, le mot de la fin, alors. Le mot de la fin. Non, mais le mot de la fin. quelque chose. Mais c'est la voiture électrique. Le mot de la fin, parce que Madame la directrice. À chaque fois qu'il y a une crise pétrolière en France. Alors, ce qui est intéressant. Attendez, la vraie vérité, c'est qu'il y a ma femme qui m'a dit. Non, mais rapide. Vous la connaissez. Enfin, si, tu la connais. Ouais. À chaque crise pétrolière dans le monde, il y a eu des recherches qui ont été réalisées. En France, on était les meilleurs. Dès que le prix du baril redescendait, malheureusement, on arrêtait de subventionner la recherche. Et c'est un vrai souci. Aujourd'hui, sur l'hydrogène vert, en France, on a des gens formidables. La vraie question aujourd'hui, c'est aussi le paradoxe écolo, je dirais 2 mots là-dessus. Il y a par exemple à Salanches une usine hydroélectrique qui a été réalisée, 6 millions d'euros. La FNE, Fédération Nationale de l'Environnement, bloque le projet. Ils vont détruire l'usine, 6 millions d'euros. Aujourd'hui, on peste contre... Oh là là, que c'est moche, ces éoliennes. On n'a pas d'autre solution. On peut dire ce que l'on veut. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. Non. La piscine en béton. Ok, on avait la Tatar avant, qui était l'aménagement du territoire. On peut éviter... Il y a aussi à côté de Carcassonne, Patrice, il y a un solution. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que les éoliennes sont moches alors qu'elles vendent un service. Alors que les châteaux d'eau sont moches, les pylônes électriques sont moches, ça a amélioré notre bien-être. On est d'accord sur la base. Donc, moi, on est obligé de conclure. La dernière phrase à Jean, notre héros. Je suis arrivé au CEA dans les années 60, il y avait beaucoup de travaux sur l'hydrogène qui ont été abandonnés. Voilà. Merci à toutes, à tous. Bravo.